de confronter. Alors, en quelques mots, le point de départ de ce live, il est en lien avec, une notion, celle d'ennemi, qui est au cœur de mon texte, qui a été publié en 2021, «Abattre l'ennemi», qui proposait un plan de prise de Paris et de mise en place, d'un régime révolutionnaire. Donc il n'expliquait pas, comment faire la révolution ou en quelle méthode on devrait mettre en œuvre pour, s'assurer qu'un mouvement comme celui des gilets jaunes réussissent à l'avenir, mais qui proposait en fait des perspectives à la fois idéales et en termes de mesures pratiques, qui me semblaient, logiques, mais qui correspondent aux demandes fondamentales des gilets jaunes, mais qui après se déclinaient dans le détail et dans la précision, y compris en termes réglementaires et ainsi de suite. Texte qui m'a valu, beaucoup d'ennuis comme vous le savez, après Crépuscule et qui m'apparaissait, important dans la dénomination et dans le titre, donc la question de l'ennemi et de la chute, du rapport en fait de force que l'on a mis en place avec, les pouvoirs en place et qui était contesté par un certain nombre d'intellectuels, notamment des intellectuels de gauche et en particulier un qui s'appelle François Bégodeau, dont vous n'avez pas du tout, entendu parler j'imagine pour la plupart d'entre vous, mais qui est une forme de référence au sein d'une, partie de la bourgeoisie culturelle, enfin qui se veut comme telle, parisienne et qui est quelqu'un qui a été d'un grand appui au moment de Crépuscule, qui avait adoré ce texte et qui, à partir de l'affaire Griveaux, a considéré que, quelque part, en fait, je faisais partie des ennemis et a fait une petite fixette, obsessionnelle me concernant en attaquant, le moindre des mouvements de mes mouvements et qui donc a remis en question, l'hypothèse que nous aurions des ennemis et il considère qu'on n'a que des adversaires et il a publié un texte que je vais vous mettre dans les commentaires, dans, un journal qui s'appelle Le Monde diplomatique, qui est un mensuel qui est extrêmement, intéressant et important à lire, ne serait-ce que justement parce qu'il permet d'entendre des voix qui ne nous sont pas forcément favorables, même si elles se prétendent, et se présentent comme étant, proches de nous. Et donc Bégodeau publie ce texte que je vous mets en commentaire, dans lequel il va indiquer que un point qui me semble important, qui consiste à dire qu'il n'y aurait pas en fait, hem, de difficulté, pour que des personnes comme lui s'allient avec le prolétariat, donc un bourgeois cultivé qui a publié beaucoup de livres, qui a écrit des scénarios de films qui ont reçu la Palme d'or à Cannes, qui a beaucoup d'argent, du fait de ses droits d'auteur, ce qui lui permet de vivre très confortablement, d'être pas confronté à la violence sociale, ce qu'il assume parfaitement et qu'il devrait y avoir une alliance qui devrait se mettre en place entre, ces personnes-là, cette catégorie de personnes, qu'il représente et le prolétariat. Prolétariat qui, selon lui, en fait, dans son texte, donc les classes défavorisées, les moins favorisées de notre société, ne seraient capables que de s'exprimer avec colère ou indignation, alors que lui, qui a la maîtrise de la langue, serait en mesure quelque part de traduire ses sentiments, qui sont liés à une violence sociale qu'il n'a jamais subie et qu'en conséquence, il n'a pas dont il n'a pas à souffrir, des méfaits et ce qui lui permet en fait d'avoir une forme de distance qui, il le reconnaît, n'est pas très productive, politiquement, mais qui lui permettrait quelque part de construire quelque chose de beaucoup plus, élaboré et sensible que les classes prolétaires. Ce discours qui est complètement délétère, à mon sens, il est erroné, sur 2 points. Le premier consiste à tout simplement considérer, avec une présomption assez extraordinaire, que les prolétaires seraient incapacités au discours et à la pensée, à l'élaboration. Ça, c'est, un discours qui est non seulement faux, mais dont vous devinez qu'il est instrumental. La classe moyenne, la bourgeoisie cultivée, a besoin de justifier de son utilité. Elle a besoin de justifier des privilèges auxquels, la société lui donne accès et elle le fait de quelle façon? Elle le fait en théorisant la bêtise ou l'infériorité intellectuelle, en termes de capacité élaborative des classes, moins favorisées, des classes, prolétaires. Ce faisant, en fait, cette bourgeoisie se transforme en notre ennemi. Pour une raison très simple, c'est que, ce discours-là, il est extrêmement utile pour les classes dominantes et notamment pour ce que l'on appelle en général la droite. En gros, la gauche serait la bourgeoisie intellectuelle, favorisée et la droite serait, les classes dominantes économiquement parlant, qui considèrent ontologiquement que, les pauvres, leur sont inférieurs. Pas parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de développer une pensée, parce qu'ils sont exploités et cetera, ce qui est le discours de gauche, mais tout simplement parce que, il y a une sorte de loi naturelle qui fait que de sélection naturelle qui fait que la richesse va aux meilleurs éléments de notre société. Donc vous voyez en fait comment une alliance objective va se constituer entre la bourgeoisie culturelle de gauche et la droite
sur, en fait, la légitimation de leur position sociale respective. Donc la droite, en bourgeoisie qui a de l'argent, eh bien, elle va tout simplement considérer que c'est naturel et la gauche va considérer que si elle a de l'argent, si, en fait, on donne des privilèges plus ou moins importants à cette bourgeoisie culturelle, c'est parce qu'elle doit servir de relais, de point d'appui à, aux prolétaires. Et donc l'un et l'autre, en fait, vont justifier de leur domination et de leur supériorité par leur supériorité vis-à-vis des autres et vont finir, en fait, par, du coup, devenir des agents, du système existant. Et donc c'est le sens de la dernière phrase, de cet article de Bégodeau. Nous devons être à la fois chauds et froids, donc on comprend que ceux qui sont chauds, c'est les classes, pardon, prolétaires et ceux qui sont froids, c'est les classes bourgeoises qui sont capables de refroidir, de synthétiser et cetera. Évidemment, on voit bien, hein, le la sous-jacence, du sauvage, la sous-jacence, de l'assimilation à la barbarie de celui qui est pauvre, de celui qui est loin de la ville et ainsi de suite et il rajoute: «Nous devons conjoindre la juste colère et la justesse analytique». Donc la juste colère parce qu'évidemment on ne peut qu'être en colère quand on est pauvre, on ne peut pas réfléchir et la justesse analytique de l'être supérieur qu'est François Bégodeau et de façon générale de sa classe. Si l'alliance entre le prolétariat et la petite bourgeoisie intellectuelle, à laquelle Bégodeau n'appartient pas parce qu'il a tiré des bénéfices extraordinaires de la vente de sa parole et de ses discours qui sont complètement ineffectifs politiquement, si l'alliance entre le prolétariat et la petite bourgeoisie intellectuelle a fait ses preuves politiques, c'est quelle est la projection sociologique de cette conjonction. Bon, on passera sur le jargonnage complètement inintéressant. Ça, il me semble qu'à partir en fait de cette personne qui est insignifiante, dont on s'en fiche complètement, on peut tirer en fait une pensée de la problématique des dialectiques auxquelles on est confronté au sein de la lutte et des fausses alliances qu'on tente de nous proposer pour en fait préserver l'ordre existant à partir d'agents du système comme l'est François activement, non pas qu'il soit en conscience, parce qu'il se pense être un rebelle extraordinaire, parce qu'il critique la bourgeoisie, etc., tout en ayant une forme de réflexivité qui lui permet de s'en distinguer. Mais justement, ce travail de distinction n'a qu'une fonction, c'est de le réarrimer à la bourgeoisie, de lui permettre de s'accrocher à ses privilèges qui lui sont dus en tant intellectuel. Ça, c'est un point important auquel s'ajoute un autre qui est plus, personnel, mais qui me semble intéressant, qui est, l'insuffisance crasse de ces individus qui tentent de prétendre pouvoir nous illuminer en nous expliquant comment doit fonctionner, le système politique, comment doivent, se mettre en place nos luttes et quelles alliances on doit mettre en place. Alors qu'en fait, c'est des questions qui ont été tranchées il y a déjà plus d'un siècle, et que ces intellectuels de gauche, sont censés connaître. C'est-à-dire que Marx avait théorisé toute la question justement du prolétariat, ainsi de suite. Et Lénine, heu, qui a été notamment, interprété par Lukács dans un texte extraordinaire, sur la question justement des alliances objectives et non objectives entre différentes classes sociales, avait indiqué qu'il était extraordinairement dangereux de se mettre entre les mains de la petite bourgeoisie pour une raison très simple. Cette petite bourgeoisie, elle est déjà installée dans le système, donc en fait, elle n'a pas du tout fonction à basculer, le système. Il faut être dans la détresse et dans un rapport direct de violence, avec la violence sociale, pour pouvoir être en mesure d'avoir une dynamique révolutionnaire. Et si on n'est pas dans cette disposition-là, en fait, on ne sera qu'avec des personnes qui vont nous orienter, nous guider de façon à éteindre le feu révolutionnaire qui nous habite et finalement, tout simplement, nous asservir et nous soumettre. Donc, il me semblait important de faire cet éclaircissement et qui permet du coup de comprendre pourquoi cet homme considère qu'il ne faudrait pas considérer qu'il y ait des ennemis, mais seulement des adversaires. Évidemment qu'il ne veut pas nommer l'ennemi et qu'il ne considère pas que la politique est affaire de corps, parce que si c'était le cas, en fait, il y aurait une possibilité de changement effectif du système et donc une remise en question de son rôle et donc une remise en question de son rôle, une mise en danger de ses privilèges, et donc évidemment par la dialectique matérielle qui se mettrait en place. Et que Marx, encore une fois, je reprends les codes, parce que là on parle de quelqu'un qui est dans un espace politique qui s'identifie en fait à ces dispositions-là. Donc Marx l'avait parfaitement compris et expliqué en rappelant que derrière en fait tous les systèmes abstraits de domination, il y a des individus et c'est ces individus qu'il faut s'attaquer. Donc abattre l'ennemi, je pense que c'est d'autant plus essentiel et je voudrais peut-être approfondir ce point d'une façon, définitive. Alors, ça va être dans un ouvrage, dont on va parler, une fois après, donc après avoir, comme je le disais, après avec «Abattre l'ennemi», avoir décrit, quelle serait l'apparence du régime qu'on mettrait en place, une fois la révolution établie. On prépare un texte sur, le fait révolutionnaire et comment en 2022, pourquoi et comment, une révolution devrait intervenir dans notre pays. Donc sans avoir à expliquer, en quoi notre monde est injuste, je pense que ça on est suffisamment au courant et on le ressent dans notre chair de façon assez, violente pour,
qu'on ait besoin que je commence à décrire ci ou ça, mais en donnant justement une méthodologie, une praxis, comme on dit, assez explicite. Et donc, dans cette perspective-là, la question de l'inimitié et de sa concrétisation, elle me semble fondamentale parce qu'elle est la seule à pouvoir, susciter des bascules et embrancher, ces mouvements. Donc voilà, donc je pense que il y a une idée qui m'a échappé en chemin, mais c'était, le premier partage que je voulais mettre en œuvre avec vous pour, heu, pour un peu dépasser en fait ces sortes d'élucubrations, pseudo-intellectuelles qui n'ont vocation qu'à nous distraire. Et oui, et ce que je voulais vous rajouter, c'est qu'évidemment, monsieur Bégodeau pense qu'il n'y a pas d'ennemis, qu'il n'y a que des adversaires il pense q parce qu'il n'a jamais été attaqué en tant qu'individu, du fait de son supposé engagement. Ce qui démontre d'ailleurs que son engagement n'en est pas un. Parce que dès le moment qu'il avait mis en place des mesures, heu et pris des actes qui auraient véritablement eu vocation à changer des choses, à provoquer des bascules, eh bien, il aurait été ciblé en retour par les puissants qui, ont peur de perdre le pouvoir et les ressources, qui en sont dépendantes, dans le système existant. Donc en fait, monsieur Bégodeau flotte dans le confort, de sa condition bourgeoise, dans ses grands discours qui ne menacent ni n'inquiètent personne et du coup ne se rend pas compte que le politique est un champ de bataille extraordinaire parce qu'il conditionne l'appropriation de ressources immenses et en conséquence de quoi, évidemment, il nous explique, doctement qu'il ne faudrait pas, se mettre dans une disposition trop agressive vis-à-vis des corps qui incarnent ce système et non seulement du système en tant qu'abstraction dans son ensemble. Voilà, donc ça, c'était sur, le point, petit point de Noël, analytique, qui me semblait important d'éclaircir parce qu'il y a encore une fois, il y a eu beaucoup de sollicitations de la part de cet homme qui, depuis quelques mois, parle beaucoup, de mon action en la critiquant de façon un peu névrotique et ça permet d'éclaircir un peu le fondement de cette, différence d'approche qui me semble être, par ailleurs, justifiée et légitime. Je suis très heureux d'avoir, un espace intellectuel, de débat sur ces questions. Voilà et donc voilà, le deuxième point maintenant que je voudrais aborder, c'est tout simplement un échange entre nous. Je pense que on ne va pas sauvegarder ce live, on verra, mais a priori, je ne pense pas qu'il aura un autre intérêt que celui de l'échange immédiat et ce sera à vous de répercuter, en fait, les éléments dont vous aurez tiré, que vous aurez tirés, pardon, de cet échange. Je crois franchement à la vivacité de la parole et à la possibilité qu'elle se distribue un peu, de façon rhizomatique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous devienne un acteur politique et ne dépende pas de ces énonciations très, vous voyez, très, pyramidales, et asymétriques ou d'une personne par une parole annonciatrice qui, se diffuserait, de façon très large. Je pense que cette diffusion, elle doit se faire de façon collaborative, c'est-à-dire c'est à chacun d'entre nous de nous approprier les raisonnements, auxquels on est confronté. Ça, c'est une chose et d'autre part, je préfère que vous, après cette appropriation, vous la partagiez dans des discussions, dans des échanges, sans forcément juste imposer une parole, qui proviendrait d'une source qui serait légitime en soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se légitime chacun d'entre nous, plutôt que de dépendre de figures, parce que ces figures-là, en fait, elles sont des points de fragilité, dans la lutte. Elles sont, en fait, instrumentalisables avec une facilité déconcertante et elles peuvent trahir et elles peuvent être détruites avec une, aisance, extraordinaire, dans un contexte asymétrique comme le nôtre où, bah, quelqu'un comme moi ne va disposer d'aucune forme de protection vis-à-vis de la violence institutionnelle d'État et vis-à-vis surtout des entreprises de délégitimation et ce qui va faire qu'on va s'isoler, on va se retrouver de plus en plus, de plus en plus, déconnecté du reste de la société et il va suffire de dire: «Ah, c'est un tel qui a dit ça, mais moi un tel je trouve qu'il est nul» ou «On m'a dit qu'il est nul» ou «Telle personne a écrit qu'il avait dit ça» et cetera, pour qu'on sorte du débat d'idées, de la construction justement de formes alternatives et qu'on rentre en fait dans un isolement mutuel où on ne va même pas pouvoir s'entendre et discourir. Donc voilà, cette modalité d'appropriation, heu, de chacun par chacun d'entre nous, de ces contenus me semble essentielle. Donc voilà, maintenant ça c'était, le premier point et comme on n'a pas fait de live depuis longtemps, justement sous la forme d'échange, bah, on va le faire maintenant et je vais vous lire. Donc on va ralentir un peu le rythme, j'espère que ça ne va pas vous ennuyer et on va essayer de voir si vous avez des questions, si vous avez des remarques, les relayer et justement utiliser cette forme de centralité ou qui m'a été attribuée pour permettre de créer bah, une forme, collective. Alors, Didi me demande: «Pourquoi juger les gens en fonction de leur porte-monnaie?» Là est la question. Moi, je pense pas qu'il j'ai jamais ça, c'est un problème que j'ai avec le discours, dominant à gauche aujourd'hui.
la question de la fortune, des personnes auxquelles nous sommes confrontés me semble très secondaire. L'argent n'est p pour commencer, n'est qu'un moyen, ça c'est une évidence, qui est d'une forme de neutralité, absolue, à moins de remettre anthropologiquement en cause, la nature du système dans lequel on s'insère et l'idée qu'il faille une monnaie et cetera, ce qui serait intéressant, mais dans des cadres différents. Dans le cadre actuel, Bernard Arnault, Xavier Niel et cetera, ne me gênent qu'en ce qu'ils utilisent leur fortune pour impacter le système politique, l'influencer à travers, notamment le rachat de médias, à travers la corruption plus ou moins explicite de nos dirigeants politiques, qui en retour vont les protéger, vont leur permettre d'accroître leur fortune. On sait très bien que leurs fortunes, en fait, sont nées et ont été largement accrues de par leur proximité avec le pouvoir politique, qui centralise une grande partie des ressources françaises à travers l'impôt et les taxes, et qui les redistribue ensuite en partie à la population française et en partie, une partie très importante, à ses affidés, aux proches du pouvoir, ce qui leur permet de les renforcer et de créer des dispositifs, pardon, comme les médias mainstream qui aujourd'hui appartiennent tous à quelques-uns et qui du coup dévertuent complètement notre système démocratique. C'est-à-dire qu'en fait notre capacité à exercer notre souveraineté par le vote, elle est devenue complètement nulle et c'est pour ça que l'abstention est extraordinaire aujourd'hui en France parce que à force de manipuler et de contrôler l'information, la diffusion de l'information et les façons d'accession à l'élection, à travers les partis, à travers les médias et ainsi de suite. On a bien compris que le choix, entre guillemets, qui nous était laissé, de telle ou telle personnalité politique n'avait en réalité aucun impact, fondamental et ne nous permettait pas d'exercer, enfin, de faire entendre notre voix et donc c'est en cela que des gens comme Bernard Arnault, Xavier Niel, Lagardère, Bolloré sont des ennemis. Parce qu'ils utilisent leur fortune et ils tirent leur fortune de leurs liens incestueux, pardon, avec le politique et des manipulations qu'ils mettent en œuvre et donc la question ensuite des inégalités, de l'ampleur des fortunes qu'ils amassent et ainsi de suite, elle est secondaire parce que dès le moment qu'on on aura repris le contrôle sur la fabrique du politique, on sera en mesure de les contraindre par l'impôt, par la taxe, par la prison, de façon à redistribuer ces ressources de façon plus ou moins équitable selon les opinions politiques que chacun va avoir sur le fonctionnement économique, l'importance de créer des incitations à la création de richesses et ainsi de suite. Mais elle est secondaire et donc juger à partir de la disposition, monétaire me semble ne pas être une bonne idée. Alors le Minotaure, je vous prends un peu au hasard, hein, enfin j'ai pas le temps de vous lire, au préalable, donc peut-être que les questions sont pas pertinentes ou pas, ou enfin ou le sont ou j'en rate certaines. La question fondamentale est la suivante: pourquoi les peuples des pays développés se taisent face aux massacres et aux pillages que font leurs gouvernements dans les pays sous-développés? Ça, c'est une très grande question que je vais développer dans le prochain ouvrage qui arrive, qui va être pour moi l'ouvrage le plus important que j'ai fait paraître avec Crépuscule, que j'aurais fait paraître, qui consiste à interroger notre place au sein de la mondialisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire faire une révolution en France dans le cadre d'un système économique mondialisé, où les marges de manœuvre que l'on a peuvent apparaître faibles et où surtout, nos privilèges dépendent de l'exploitation de tiers dans d'autres pays et ça, si, c'est une question qui a été traitée par, heu, par des penseurs, radicaux révolutionnaires du début du siècle, notamment par ce Lukács dans ce texte sur Lénine extraordinaire. Alors j'ai lu moi la traduction anglaise, mais je pense qu'il y a une version française qui existe. Donc Lénine, A Study of the Unity of His Thought. C'est toujours important de s'intéresser aux expériences révolutionnaires passées, même si on ne cherche pas du tout à reproduire le même dispositif idéologique qui ont été mis en place et en fait, il parlait comme Marx l'avait fait avant lui, de la question de l'Irlande. L'Irlande qui à l'époque en fait était une colonie, l'Irlande du Nord en particulier, qui était une colonie anglaise. C'était pas du tout, contrairement à ce que l'on peut penser aujourd'hui, une forme, d'État, considéré à égalité avec des citoyens qui avaient les mêmes droits que les Anglais et cetera. C'était vraiment considéré comme une colonie qui, pardonnez-moi mes cheveux sont, très difficiles à gérer. Les coiffeurs me le reprochent souvent. Donc une colonie qui était exploitée en fait et qui permettait de tirer des ressources, pour les élites anglaises qui à leur tour leur permettaient d'asservir, les classes populaires anglaises. Et donc en fait, ils avaient eu cette intuition qui consistait à dire: «Tant qu'on n'aura pas, libéré l'Irlande, tant que l'Irlande ne se sera pas défaite de son exploitation par l'Angleterre, par les Britanniques, eh bien, en fait, les classes populaires anglaises ne pourront pas s'émanciper de leurs élites, de leurs classes dominantes. Pour une raison très simple, parce que les classes dominantes tirent des ressources extraordinaires de l'Irlande,
qui leur permettent de financer l'appareil de répression et de domination sur les classes populaires anglaises. Et donc cette question de la et cette réflexion, à partir de cette réflexion était née l'idée de l'international communiste à l'époque. Vous vous souvenez probablement, enfin vous l'avez étudié en cours, cette idée qui consistait à dire qu'on ne pouvait pas penser de façon localisée les luttes. Et donc la question qui se pose pour nous, c'est nos oligarques qui tirent leurs ressources de deux façons. De l'exploitation du peuple français. Alors par exemple, Xavier Niel obtient de façon, de façon je ne sais pas si corruptive, mais en tout cas avec enfin, en s'appuyant sur ses relations au sein de l'État, le droit d'exploiter une licence téléphonique, de téléphone portable. Donc en gros, il permet à Free de devenir un opérateur téléphonique. Cela va lui permettre, comme c'est un oligopole, qu'il y a 4 acteurs au sein de ce marché, où vous avez en fait des revenus garantis. C'est-à-dire que vous allez avoir X millions de personnes qui, quoi qu'il arrive, vont s'abonner à vos services, qui ne coûtent rien à entretenir, il faut juste un investissement initial très important, et donc va tirer des milliards, ce qui va lui permettre d'investir dans les médias, ce qui va lui permettre d'influencer les politiciens pour garder cet avantage et d'investir dans d'autres domaines et d'accroître sa fortune à notre détriment. D'autres oligarques, comme Bolloré, ça a été rappelé, s'appuient plutôt sur une exploitation de pays tiers et de populations tierces, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais les deux, en fait, obéissent à une même logique. C'est-à-dire que Xavier Niel, il va s'appuyer sur l'intensification de sa fortune en France pour aller à l'étranger s'imposer, rafler un certain nombre de marchés, ainsi de suite, et attraire des ressources euh, euh, au détriment d'autres populations et à sa faveur. Et Bolloré va faire la même chose, c'est-à-dire que les ressources qu'il obtient à l'étranger, il va accumuler une fortune qui va lui permettre en France d'obtenir des marchés contre des concurrents qui ne vont pas se retrouver en situation équitable à son égard, tout ça au détriment des Français. Donc, faire tomber le système oligarchique, par définition, c'est permettre à la France, à la population française d'accroître ses ressources, mais aussi de la libérer de rapports d'exploitation qu'elle avait mis en œuvre à l'égard d'autres populations. Et donc, c'est accroître la justice dans le monde, y compris de façon marginale, hein, parce qu'on n'est pas les seules puissances exploitantes, mais aussi nous émanciper d'un certain nombre d'autres dispositions de pouvoir, notamment vis-à-vis des États-Unis, qui jusqu'à aujourd'hui nous poussent en fait à cette exploitation. Voilà, voilà. Alors, très Stupid Deeper Sonage me dit qu'il est très curieux de connaître mon avis sur Jean-Claude Michéa. Je ne l'ai pas assez lu, mais ça fait partie des voies intellectuelles qui semblent précieuses dans notre pays. Donc, je vous promets de faire cet effort dès que j'ai un peu de temps par rapport aux nombreuses lectures qui nous attendent. Nicole Chauvet qui nous dit que ça fait plusieurs fois que je joue cette vidéo et qu'elle se bloque avec la mention qu'elle a été retirée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous êtes suffisamment nombreux pour me dire que, quelque part, vous avez réussi à dépasser ces problèmes. Antoine me dit, tu as un message pour nous, les autonomistes indépendantistes corses, vu que tu as mis notre drapeau derrière toi. J'avais été avec les Gilets jaunes corses. J'étais venu en Corse quelques jours, grâce à une personne, Sabine, qui s'était comportée merveilleusement. Et je vous incite j'ai donné plusieurs conférences et à voir une vidéo, si vous tapez Rendement Go Corse, où je me prononce sur cette question et ce drapeau qui m'a été offert par un ami qui est corse, m'accompagne partout. J'avais aussi travaillé sur l'affaire Colonna. J'avais écrit un article dans l'Humanité que vous pourrez retrouver, où je déconstruisais en fait l'absurdité de cette procédure pénale et les nombreuses manipulations qui avaient été mises en œuvre pour arriver à une condamnation. Mais voilà, je vous renvoie vers tout cela. Philippe Bale me dit: «Une oligarchie n'en remplacera-t-elle pas une autre? C'est toujours le danger des révolutions», c'est-à-dire au sens étymologique, revenir au point de départ. Et là, je vous renvoie vraiment vers Abattre l'ennemi et vers ce texte qui va arriver très rapidement, qui, à mon avis, peut provoquer des ruptures majeures. En ce qui concerne la réponse, en tout cas les propositions que je fais pour éviter que cette reproduction du pouvoir ne se mette en place. Il m'apparaît extrêmement important d'y réfléchir en amont et de ne pas se retrouver dans une position d'avoir à exercer le pouvoir et seulement à ce moment-là se dire comment est-ce qu'on évite que, parce que dès le moment que l'on place ou que l'on produit des changements au sein du pouvoir, les personnes qui se retrouvent en position de l'exercer, nécessairement, même si elles sont pures, intègres, etc., vont avoir l'intuition de la corruption, vont avoir des incitations telles à se soumettre à un nouvel ordre ou à créer un nouvel ordre qui soit injuste et à perdre leur valeur, parfois de bonne foi, parfois sans s'en rendre compte et parfois tout simplement par une malhonnêteté qui naîtrait.
qu'il nous faut en fait penser en amont à des mécanismes pour l'éviter, et ces mécanismes, ils doivent avoir une forme, répressive. Moi j'ai été comme beaucoup de bourgeois, très droit de l'homiste, pendant très longtemps et c'est pas que j'en sois revenu évidemment, mais j'ai bien compris que la défense de ces droits est extrêmement importante pour l'élite politique et pour protéger une élite politique d'une répression trop importante qui s'abattrait sur eux si les mécanismes de corruption et de violation des règles de droit qu'ils mettent en œuvre régulièrement, à un moment donné, venaient à s'appliquer. Donc, en fait, il y a une instrumentalisation de l'état de droit et de la nécessité d'affaiblir la réponse pénale vis-à-vis de toute une série d'infractions qu'il va falloir éviter en autonomisant le pouvoir judiciaire en partie du pouvoir politique et en légitimant ce pouvoir judiciaire. Comment? Bah, tout simplement en le reliant au peuple, c'est-à-dire en le mettant entre les mains, à travers l'élection et des mandats impératifs et révocatoires, heu, bah, d'une justice qui revienne tout simplement à la population française et je peux vous assurer que dès le moment que ce sera le cas, on verra que les priorités qui aujourd'hui, de la magistrature ne sont, à mon sens, pas vraiment celles de la majorité de la population, se réorienteront et on commencera à voir des descentes de police dans les beaux quartiers de Paris auxquels, nos gentes, classes dominantes ne s'attendaient pas. Voilà, voilà. Alors j'ai plein de questions. Luciano me demande si on peut espérer, la libération d'Assange dans le futur. Alors il ne faut pas l'espérer, il faut lutter pour. Ça, c'est une expérience extraordinaire, que je recommande à tous, qui m'a été partagée par des personnes qui nous avaient accompagnés, lorsque l'on avait organisé des voyages en bus à Londres pour soutenir, Julian Assange. On s'est retrouvés quand même à 200 personnes qui ont pris, 2 journées pour manifester devant le tribunal et l'une de ces personnes qui appartenait à la bourgeoisie, qui est, un homme de culture, un musicien de grande valeur, m'a dit: «En fait, j'ai ressenti une angoisse extraordinairement profonde à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte que je n'étais rien. En fait, que politiquement parlant, même face à une situation parfaitement injuste, dont il est établi qu'elle n'a aucun sens à un quelconque niveau, ma mobilisation était indifférente à l'égard de tous et j'ai découvert en fait, au-delà des effets de croyance, des masques, et des rites que l'on met en place avec, la des élections, les campagnes électorales et compagnie qui visent à vous séduire et à vous donner l'impression que vous êtes pris en compte. Je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais rien et que l'écoute que l'on me donnerait était purement, instrumentale et dépendait en fait de ce qu'elle ne dérange pas fondamentalement les intérêts, du système existant. Et donc cette expérience d'humilité et de modestie, elle est essentielle parce elle permet de comprendre le pourquoi de la nécessité d'une pensée révolutionnaire, non pas comme quelque chose de romantique, ou un lieu commun ou ainsi de suite, mais vraiment pour comprendre pourquoi en fait, si vous souhaitez exister politiquement, si vous souhaitez sauver des personnes comme Julian Assange, on ne peut pas se fier et s'appuyer sur le fonctionnement, enfin sur des institutions existantes. Donc quant à sa libération, moi je pense que leur objectif, et il est en passe d'être, atteint, c'est de détruire cet individu, tout simplement et seulement lorsqu'ils considéreront qu'il a été, suffisamment abîmé, ils le libéreront s'ils le libèrent un jour. Et si on restait dans le système existant, la possibilité de libération consisterait à une intervention, solide, non seulement de l'Australie, mais de pays comme la France, de façon à ce qu'il puisse être, renvoyé dans son pays natal et jouir d'une forme de tranquillité. Mais en tout cas, il est certain que ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis ont intérêt à le libérer, aujourd'hui, pour une raison très simple, ils ne veulent pas en faire un nouveau Mandela. Mathieu Pinson me demande une idée sur la manière de lutter ou comment à l'échelle de chacun. J'ai préparé depuis, de nombreux mois un livre à ce sujet qui va bientôt paraître, qui est vraiment un livre pratique, de lutte, et non pas de prescription sur ce que vous devriez faire et ainsi de suite, sur, l'état du monde, enfin ces trucs que les intellectuels adorent faire pour se distinguer, pour vendre, pour montrer à quel point ils sont brillants et éventuellement arriver au pouvoir. Et vraiment pour montrer comment, en fait, aujourd'hui en France, il est absolument possible de produire des changements massifs, dans le cadre d'un mouvement social comme les gilets jaunes, si au préalable on se prépare à des actions coordonnées sur l'ensemble du territoire et donc sans avoir nécessité d'avoir accès directement à Paris. Donc j'espère vraiment qu'on va réussir à lui donner un impact parce que ça pourrait en fait, je pense que changer littéralement, le fonctionnement de nos institutions.
Alors, Fanny Pasquale me demande si, Macron est en état psychologiquement parlant d'être président de la République. Je pense franchement que Macron, c'est une insignifiance. Enfin, vous l'avez bien compris aujourd'hui, c'est pas quelqu'un d'intéressant et il n'a d'intéressant que ce qu'il reflète de l'état de notre société et des intérêts des personnes, auxquelles il est lié. Vous avez vu que Xavier Niel, qui est l'une des personnes qui a fait son ascension, était avec lui au dîner d'État à Washington, avec Biden. Il était avec lui à nouveau, lors de la demi-finale de la coupe du monde, au Qatar et en fait, il le cornaque de façon extraordinaire. Emmanuel Macron lui avait proposé la mairie de Paris. Enfin, on parle quand même de quelqu'un qui a été, mis en examen pour proxénétisme, condamné pour blanchiment de fraude, enfin, des revenus qui provenaient justement de ses activités de proxénétisme, qui avait réussi à s'en tirer, judiciairement à l'époque, qui a créé, le Minitel Euro. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des personnes qui sont, sans valeur humaine et culturelles, qui sont des gens d'argent, en fait, complètement obsédés, c'est le genre de Bernard Arnault, de LVMH, donc il s'est marié après s'être présenté comme un maverick pendant des décennies. Il s'est marié à la fille de la plus grande fortune mondiale, dans le but de se faire reconnaître par l'establishment. Donc enfin, c'est des gens qui ont l'avidité et la recherche de reconnaissance, ancrée en leur âme et qui en fait orientent la décision politique et nos dirigeants, sans que l'on ait, une possibilité de les affecter réellement et c'est là-dessus que l'on doit se concentrer, sur ces structures de pouvoir, sur ces ennemis-là et non pas sur, les incarnations que l'on nous fabrique de temps en temps, qui semblent suffisamment pures au premier abord pour, permettre de recréer une forme de croyance et d'adhésion vis-à-vis du système politique et vous berner, une nouvelle fois. Laurence Ségeron demande concrètement comment faire sans violence pour changer les choses. C'est quoi la violence, Laurence? Il y a cette phrase de Genet extraordinaire. Jean Genet, donc l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, quelqu'un d'extraordinairement transgressif, qui, qui venait, enfin qui avait été élevé par l'équivalent de la DAS à l'époque, qui, était orphelin, qui, se retrouve pour des petits larcins devant le tribunal, à 16-17 ans et qui, à ce moment-là, à cette phrase extraordinaire, il va raconter des années plus tard, il va dire: «Je n'ai rien compris à ce que racontait mon avocat, mon magistrat et le magistrat et je me sentais humilié par, l'usage de la langue qu'il mettait en œuvre et qui avait vocation à m'exclure, à me sentir comme un rien et à ce moment-là, j'ai décidé de me venger et j'ai décidé que je me vengerais à travers la langue, par la maîtrise de la langue et donc c'est quelqu'un qui s'est plongé dans les grands classiques français alors qu'il n'avait pas du tout d'études ni de formation, qui a lu Ronsard et qui a expliqué qu'en fait, il a lu Ronsard autant de fois que nécessaire jusqu'à parler comme Ronsard pour être en mesure de reprendre la main et de dominer une nouvelle fois la bourgeoisie qu'il avait humiliée. Donc ça, le rapport à la langue, je pense que c'est, pour commencer, et l'instruction, un des principaux instruments révolutionnaires. Mais Genet, surtout, donc qui, comme je vous le disais, va écrire certains des plus grands chefs-d'œuvre du XXe siècle, les plus transgressifs, va avoir cette œuvre, cette phrase qui me semble merveilleuse, qui consiste tout simplement à dire: «Qu'est-ce qu'il y a de plus violent qu'une rose qui naît et qui va rompre son bourgeon pour émerger?» C'est quoi la violence? Si vous prenez, la perspective du bourgeon, des feuilles qui entourent la rose qui n'est pas encore née et que vous voyez éclater cette structure et si vous vous contentez de ne voir que la brisure que cela provoque sur la plante, vous allez considérer qu'il y a violence et vous allez considérer qu'il y a dégradation. Mais voyez ce qui en est né. Et donc le rapport, en fait, à ce que l'on appelle la violence, cette violence qui, chaque année, fait mourir 15 000 Français du fait des conséquences du chômage, selon l'INSERM, et qui va devenir pour certains, insignifiante, en comparaison aux vitres brisées, lors d'un mouvement, social, comme celui des gilets jaunes. Cette violence, en fait, le terme de violence est un terme creux qui va être orienté d'une façon ou d'une autre selon les intérêts en place et donc il faut nous sortir de ce vocabulaire et refuser, en fait, de nous, voir placés face à des alternatives qui sont artificiellement construites pour nous éteindre et pour nous discréditer, nous délégitimer. Et là encore, sur le livre qui arrive, il y aura une description assez claire des moyens que je pense, peut ne pas être mis en œuvre. Richard Lafon nous dit: «La seule violence, c'est de ne pas se défendre». C'est vrai, une violence extraordinaire dans ces circonstances. Alors, Oswald nous dit, moi je suis désolé, hein, je vous perds parce que j'ai pas le temps de vous lire, in extenso en même temps qu'on échange.
malgré malgré que tu appelles à lutter contre cela sans passivité, ne penses-tu pas que le fait de trop l'intellectualiser est contre-productif? Je pense que notre pensée s'appuie sur un rapport au corps qui est assez explicite et qui est assez structuré. On n'est pas du tout sur une surintellectualisation. Par contre, je crois vraiment à la nécessité d'élaboration, au fait d'avoir des formes discursives élaborées et qui nous protègent, de la violence sociale, que, la bourgeoisie et les classes dominantes vont mettre en place contre nous en disant: «Mais voilà, vous voyez, c'est un inférieur» et on reprend, le thème du début de ce live, qui vont permettre à des gens comme Bécodo de dire: «Ah oui, mais moi, en tant qu'intellectuel, je sais parler contrairement à vous et donc j'ai le droit à ma place» et dès lors que vous donnez la place à des personnes comme celle-ci, vous perdez la vôtre et vous permettez au système de se reproduire. Donc c'est très important qu'on force cette intellectualisation, pardon, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait une pratique à côté, qu'on ne se rende pas chez Hanouna ou dans des espaces plus simples en parallèle pour diffuser les idées forces qu'on va développer par la suite, comme ici. Fabien nous dit: «J'ai vu la justice humilier des paysans qui étaient accusés de maltraitance animale, leur reprocher leur langage trop pauvre, trop bafouillant». Ça, c'est très important. L'humiliation, en fait, le judiciaire comme espace d'humiliation. J'ai connu ça dans un nombre d'audiences incalculable et assez récemment avec un jeune prévenu à qui, la présidente, du tribunal ne cessait de dire, «Tenez-vous droit». Et j'ai dû intervenir en disant: «Mais vous n'êtes pas là pour donner des leçons de maintien à cet homme. Enfin, qui êtes-vous pour lui expliquer comment il doit se tenir corporellement?» Voilà, et comme si il y avait une forme de supériorité qui vous voyez ce que ça, en fait, ça sous-tend? C'est le rapport au dressage, en fait. Du coup, c'est l'animalisation de la personne que vous avez en face de vous. C'est, je vais toucher à son corps, alors pas physiquement, mais, à travers la violence symbolique dans, ce tribunal avec cette estrade et ces, stucs et ces décors extraordinaires. Je vais utiliser tout ça pour me faire plaisir et expliquer à cet homme comment il doit se tenir. Et ça, c'est inacceptable, mais c'est le commun de cette justice de classe à laquelle on est confronté au quotidien et que je vous recommande de ne pas auquel je vous recommande de ne jamais être confronté. Alors, beaucoup de messages. Qu'est-ce que je pourrais, lire qui pourrait vous intéresser collectivement, que vous ne voi que auquel sur lesquels je pourrais réagir surtout? Parce que vous pouvez vous lire, c'est aussi l'avantage de ce genre d'endroit, c'est de vous montrer que vous n'êtes pas seul, qu'on est nombreux, qu'on vient un peu de toute la France, de toute classe sociale et que contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire, on n'est pas du tout marginaux ou minoritaires au sein de l'espace social français. Alors on me pose beaucoup de questions ces derniers temps sur Alexandre Juvin-Brunet, dont la famille m'avait contacté pour me désigner comme son avocat et qui ne m'a plus jamais donné de nouvelles. Je ne sais pas ce qui se passe chez cet homme qui est complètement à l'isolement et effacé après avoir cherché à créer un système alternatif. Je ne peux pas me prononcer sur le fond du dossier, mais en tout cas, quand j'ai voulu leur donner un coup de main, après me l'avoir demandé, ils ont pas donné de nouvelles, donc je ne peux pas me prononcer sur ce sujet, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a, une multiplication des procédures politiques dans ce pays assez extraordinaire, que je préfère. Je préfère quand on accuse quelqu'un directement, heu, c'est-à-dire quand on cherche par exemple, là, j'ai eu quelqu'un qui m'a consulté parce qu'il était, accusé de participation en groupe de combat. C'est une infraction qui a été créée dans les années 30, je pense, qui a un peu disparu parce que depuis on a créé, les infractions d'association de malfaiteurs terroristes qu'en fait on utilise à gogo, y compris contre des groupes politiques, que je trouve assez désuètes mais jolies, qui consiste en gros à la participation à un groupe hiérarchisé qui a accès à des armes, donc en l'occurrence il était membre d'un club de tir et qui est susceptible de créer un trouble à l'ordre public. Vous voyez? Il suffit d'être susceptible de troubler un trouble à l'ordre public pour être passible de peine de prison ferme, assez lourde et donc en fait on voit un peu partout sur le territoire essaimer ce genre de procédures contre des personnes qui sont très loin de présenter un quelconque danger et quelque part, je trouve que c'est des signaux positifs, ça montre qu'il y a une forme de panique au sein du pouvoir. Je trouve que c'est, heu, la façon la plus noble pour le pouvoir de lutter contre, la population parce qu'il assume la confrontation et je la trouve beaucoup plus intéressante que les tentatives, en fait, de délégitimation que l'on voit souvent émerger, qui consistent justement, bah, typiquement comme ça a été mon cas, à mettre en place des procédures bâillons concernant des affaires de mœurs, en m'accusant de viol et ainsi de suite, enfin des grossièretés qui visent en fait à parce qu'ils savent très bien que je maîtrise le droit suffisamment pour pas commettre d'erreurs et pas me retrouver dans des zones grises, qui pourraient me permettre de me saisir de par des infractions politiques, à essayer de me délégitimer par la marge. Ce qu'ils avaient fait contre Julian Assange aussi, pendant de nombreuses années, ce qui avait parfaitement servi et ce qui avait quelque part qui l'a amené à la situation actuelle. Donc je préfère un pouvoir qui s'assume et qui frappe
directement et contre lequel on peut riposter, même si on sait qu'on n'est pas en position. Parce que si ça nous grandit dans la lutte, ça nous permet de nous rendre compte qu'on est important, qu'on présente un danger effectivement, et que si l'on veut obtenir des résultats, ça ne sera pas par la discussion, le dialogue et compagnie qui font en fait mettre en place un rapport de force. Ce sera la seule façon de sauver les nôtres, de les protéger et de produire de la politique. Alors, Jedi et Skywalker, vous avez vraiment des pseudos, les gens. Salut les gens, salut Ron Branco, Lutte et 13 pillards m'ont mis une claque. Alors, je vous conseille vraiment Crépuscule, quand même, si vous ne l'aviez pas lu. Et chez qui vient, merci beaucoup pour cette remarque. Alors, ça, j'aime beaucoup quand des gens citent la Bible, l'OL, Oléo, Oéléo, je vous déteste, hein, vraiment. Éphésiens 4, 19, ils sont mentalement dans les ténèbres et éloignés de la vie qui relève de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'insensibilité de leur cœur. Ayant perdu toute morale, ils se sont livrés à une conduite indigne et effrontée pour pratiquer avec avidité toutes sortes d'impuretés. Bon, c'est un texte qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, donc ça nous permet de comprendre quand même que le mal auquel on est confronté n'est pas récent. Ça permet aussi de comprendre, qu'on soit chrétien, musulman, athée ou autre, pourquoi la parole du Christ a eu un pouvoir aussi durable dans le temps, et comprendre qu'en fait la solution qu'on doit mettre en œuvre, elle est structurelle. Et c'est là en fait où il y a une divergence avec Bégodeau, c'est qu'il pense qu'en nommant l'ennemi, on oublie que l'ennemi est généré socialement et qu'en fait, on est tous susceptibles un jour de devenir des ennemis du bien parce que des conditions vont nous mettre en position de se laisser corrompre et ainsi de suite. Alors, on a une sensibilité plus ou moins importante à la justice et qui va nous préserver plus ou moins, mais on est tous susceptibles de trahir. Ça, c'est quelque chose, c'est un reste important de la résistance. La résistance nous avait permis de découvrir cela avec la torture, et il y avait une forme de pragmatisme chez les résistants qui consistait à dire on cède tous d'une façon ou d'une autre face à la torture, donc il y a deux solutions, soit on se suicide pour éviter la corruption, et donc ça c'est réservé, la solution réservée aux plus nobles, soit l'on accepte que nécessairement il faudra parler et qu'il ne faut pas juger celui qui parlera. Donc la torture, vous voyez, c'est l'exemple le plus poussé de contrainte slash incitation que l'on peut vous mettre en place, auquel on peut vous confronter pour vous pousser à une forme de corruption morale. Mais en fait, il y a des gradients qui subsistent à l'échelle de la société, à toutes les échelles au sein de la société. Et ça, c'est très très important d'en avoir conscience pour comprendre que, d'une part, qu'il ne faut pas dépendre d'individus, même s'il ne faut pas réduire l'importance des individus, de l'expérience qu'ils accumulent, du savoir qu'ils accumulent, du coup de la capacité de résistance justement au mal qu'ils peuvent, générer, et surtout qu'il faut créer des mécanismes en fait, de répression et de régulation des mauvais comportements, plutôt que de simplement abattre l'ennemi. Mais il faut quand même commencer par abattre l'ennemi, parce que sinon on n'arrivera jamais à créer ces mécanismes de protection. Alors Merwan me demande qu'est-ce que tu recommandes pour améliorer notre élocution. Lire. Lire et construire un rapport au langage. Et vous voyez, même moi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui me présentaient comme un modèle de débatteur et ainsi de suite. Rien n'est plus faux. J'ai jamais, vous voyez, j'ai plein de confrères, consoeurs qui sont des modèles d'éloquence. En général, ils s'appuient sur des techniques, et donc la première fois, vous êtes très impressionné, la seconde, la deuxième et la troisième, en fait, vous commencez à vous rendre compte que ça tourne en boucle. Donc il ne faut pas se laisser fasciner par l'éloquence. 2, s'appuyer sur des techniques, c'est chercher des raccourcis, alors que la seule solution, c'est tout simplement de se confronter à des formes de pensée différentes qui vont vous amener en fait à toujours en fait réactualiser votre discours, à du coup le rendre intéressant et être convaincant par le fond et par votre capacité tout simplement, parce que vous aurez lu beaucoup, à faire des phrases et à construire avant les pensées, des syntaxes, manier les mots de façon à atteindre une forme de finesse qui va vous rendre attirant en tant qu'interlocuteur. Je mâche mes mots. Enfin, la moitié des mots que j'énonce sont mal prononcés, ou je suis loin d'être un modèle de discoureur. Donc, on se trompe beaucoup, en fait, en pensant que le pouvoir de persuasion aurait une valeur. Ça peut l'avoir en tant que séducteur, en tant que charmeur, à travers des techniques. Mais ce qui est important, c'est d'être toujours dans un rapport d'effort par rapport à la chose intellectuelle qui va vous amener à construire une pensée en propre, et qui elle-même, du coup, derrière, va vous amener à avoir une forme de non seulement construction intellectuelle, mais de lien avec l'autre.
Voilà, ça, je pensais que c'était important d'y répondre aussi. Bon, je vois plein de messages de plus en plus, je suis vraiment très, très touché, on va prendre un peu un moment, non, comme ça pour partager ce moment. On était, 100 au départ, on est 6 fois plus et alors qu'on n'avait prévenu personne, donc je suis assez heureux de cela. Alors, New Socrate, nouveau Socrate donc me demande si je serais d'accord pour une discussion privée avec une pensée nouvelle. Ayez à l'esprit cette asymétrie qui est assez cruelle, mais qui rend très difficile de répondre aux sollicitations individuelles, que vous nous adressez. Donc évidemment, quand vous avez besoin de quelque chose, en cas d'urgence, que vous êtes sûr qu'il y a quelque chose d'important et qu'il ne faut pas hésiter à insister, et cetera. Mais il faut aussi accepter d'une part que dans des positions comme la nôtre, on ne peut pas répondre à tous et qu'il n'y a pas de frustration à en tirer. Il n'y a pas de frustration à en tirer parce que il n'y a pas de valeur en soi au fait d'échanger avec une personne en particulier. Moi, j'ai longtemps en fait eu cette recherche de reconnaissance quand j'étais jeune et je me sentais très flatté quand telle ou telle personne m'écrivait un message ou que j'arrivais enfin à attirer son attention. Mais et je pense que le sentiment de ne pas être entendu est l'une des plus grandes violences sociales auxquelles on puisse être confronté, pardon. Et ce qu'il faut chercher à faire, c'est en fait, il faut se préparer. Enfin, il faut pas se sentir dévalorisé parce que la société ne nous a pas donné l'opportunité de peser sur son cours, à la mesure de nos qualités ou de ce que l'on pensait avoir à dire. 2, il faut pas rechercher dans les figures publiques, heu, d'une part, une forme d'admiration quelconque à leur égard et d'autre, une reconnaissance, qui sera bien plus gratifiante si on construit autour de soi, en fait, un modèle soit horizontal, soit sous la forme d'un enseignement, qui va nous permettre d'affecter, même à une toute petite échelle, le quotidien d'autres personnes. Et 3, la grande, les grands soulagements ne doivent pas dépendre de ces rapports asymétriques, mais de constitutions, de mouvements comme celui des gilets jaunes, dont je reste convaincu que la plus grande valeur morale a été de sortir de la solitude, des centaines de milliers de personnes qui n'avaient pas de personnes à qui s'adresser. Et vous voyez, ces personnes-là n'ont pas eu le besoin de se faire reconnaître par une autorité, parce elles sont trouvées, en fait, des espaces communs avec d'autres personnes qui leur ont suffi à purger cette violence qu'ils ressentaient et ce sentiment d'impuissance extraordinaire. Alors, après, ça n'implique pas que moi, avec la position qui est la mienne, une attention très particulière à tout ce que vous m'écrivez. J'essaie de lire tous les messages qui me sont adressés. Alors le problème, c'est qu'évidemment maintenant entre Facebook, Telegram, Instagram, les mails, les textos parce que mon numéro circule et cetera, c'est très difficile de tout suivre. C'est impossible de répondre à tout, évidemment et ça crée des projections de désir qui sont parfois très malsaines parce qu'il y a des personnes qui peuvent chercher à compenser en fait des insuffisances affectives qu'ils ont pu recevoir dans l'enfance ou autre, en se projetant sur des figures publiques avec des incompréhensions qui peuvent naître et des projections qui peuvent être vraiment délétères pour tout le monde, à la fois pour moi et pour elle. Et enfin, tout simplement le fait que j'ai pas la capacité de répondre au fond, de l'ensemble des questions qui sont posées ou des éléments qui me sont partagés. Voilà, donc ça me semblait important, donc à la fois nous utiliser enfin, vous voyez, par exemple, cette vidéo, elle me semble tout aussi importante, voire plus importante en ce qu'elle permet de vous lire mutuellement, de voir quelles sont les opinions, les idées qui sont partagées. Et donc moi, du coup, je joue juste un rôle de concentrateur d'attention qui permet de la redistribuer, ensuite entre vous. En tout cas, c'est ça qu'il faut chercher. Alors Karine de Fischer me dit que le réalisateur du documentaire Hold Up dit que l'AFP a été mis en examen pour diffamation à son encontre. Ça doit être un journaliste de l'AFP. Et la mise en examen, elle est automatique, en affaire de diffamation, dès lors que l'auteur des propos ou celui qui l'a publié est identifié. Donc ça ne veut rien dire, à ce stade. Voilà, voilà, voilà. Mésange me dit que les étudiants me remercient pour l'accès en free de mes ouvrages comme Crépuscule. Ouais, ça c'est super important. Je vous incite vraiment à aller, donc sur aurore.org, aurore au pluriel, donc AURORES et où on a mis ces livres en libre accès et tous les autres, vous pouvez les trouver facilement et sur la chaîne Telegram, donc t.me/Juan Branco, où on partage pour le coup d'autres œuvres qui nourrissent, notre travail et qui nourrissent de façon générale la pensée politique, donc depuis quelques mois. Donc il y a des films, des livres audio, des conférences et qui permettent en fait, si vous remontez progressivement, de trouver une forme de de base pour construire en fait votre propre rapport intellectuel aux choses. Alors on essaie de pas mettre, des choses trop évidentes, mais des points qui vous permettraient de vous renforcer.
Voilà, voilà. Une opinion sur la défense d'Adrien Quatennens dans sa mise en cause, Raphaël? Sans rentrer sur le fond du débat, je pense qu'en effet, ça a été catastrophique, malheureusement, ça a été vraiment catastrophique et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment de vraiment laid qui est en train de se mettre en place et qu'ils ont commis des erreurs qui sont enfin qui, ouais, qui ont eu des conséquences, extraordinaires et beaucoup plus importantes que ce qui aurait pu arriver. ACP Productions me dit: «Comment résister à la vie de tous les jours?» Juan. Là, je suis pas en mesure de donner de leçons. Je sais que dans un moment très difficile, c'est le rapport à l'autre et notamment à l'être aimé qui m'a déterminé, soit en positif, soit en négatif mais l'intimité est aussi une construction sociale. C'est-à-dire qu'elle est très dépendante de de la stabilité que vous pouvez avoir, notamment économique et professionnelle donc parfois on rentre dans des spirales, qui vous emportent, et qui dévastent tout par cercles successifs et la question et la façon de rompre en fait ces dynamiques est fondamentale. Mais ça, on en parlera de façon beaucoup plus large. Didier nous demande où sont nos docteurs et nos intellectuels. On se le demande. D'une part, il y a une partie qui sont tout simplement solidaires des classes dominantes parce que leurs revenus en dépendent directement, voire leur valorisation, leur carrière, leur capacité à rencontrer des gens intéressants. Et l'autre, elle est volontairement invisibilisée, comme vous imaginez bien. Et on s'assure justement que celle qui pourrait avoir une parole transgressive sera écartée, soit pour des moyens, soit de façon assumée, soit pour des raisons qui sont dès le moment que l'espace public est contrôlé soit par des médias oligarchiques à l'échelle nationale, soit par des plateformes étrangères dont les algorithmes sont contrôlés plus ou moins directement ou influencés plus ou moins directement par une autorité politique qui n'est pas la nôtre. Ça d'une part, et qui par ailleurs n'ont pour vocation que de mettre en avant des contenus qui produisent de la réaction émotionnelle, de l'accroche, et donc des vidéos de chats, de très belles filles, de très beaux hommes et compagnie, qui vont vous amener à vous accrocher à la plateforme et qui, du coup, en fait, vont leur permettre de générer des revenus publicitaires. Vous imaginez bien que si on mène le débat public dans ces espaces-là, par nécessité, ce ne sera pas les pensées les plus intéressantes, élaborées qui pourront être mises en place. Alors on peut en jouer et pourront être accédées. Alors, on peut en jouer, on peut faire comme moi, on peut alterner entre Hanouna, des vidéos plus complexes ou des textes particulièrement complexes, comme par exemple mon livre sur Assange, l'anti-souverain, qui est vraiment difficile à aborder, mais qui présente en fait des avancées, à mon sens, théoriques importantes. Mais c'est toujours un jeu comme ça où, du coup, on essaie de raccrocher des personnes qui jamais ne seraient venues voir tout de suite un texte ou un discours très compliqué, à partir, d'un dispositif plus spectaculaire. Et ces points de passage sont très compliqués à accéder, à construire et c'est l'objet d'un live que j'ai fait sur Hanouna, que je vous recommande vraiment de voir pour comprendre, en fait, quelle est, la dialectique qu'on peut mettre en place à leur égard. Étienne Mercel, donc très grande figure révolutionnaire que je vous incite à découvrir, historique, me demande: «Bonsoir, croyez-vous dans le retour d'un candidat de Gaulle pour 2027?» Je pensais qu'il me demandait si De Gaulle allait revenir et je trouvais ça merveilleux. Rodolphe Marchal me demande: «Qui a foi à tes yeux?» La foi n'est plus une valeur, en politique, heureusement ou malheureusement. Je pense que malheureusement parce qu'on a souvent confondu les appareils religieux en tant qu'instrument de pouvoir et hem et la croyance et la foi comme justement un vecteur d'idées, un vecteur de construction spirituelle, idéale, qui à mon avis est fondamental, au sein de la société. Un courrier collectif, me demande Fibre Roux, adressé au CSA pour revendiquer des débats dignes de ce nom serait-il pertinent? Donc l'ARCOM aujourd'hui, c'est plus le CSA dont les membres sont nommés par le président de la République et les présidents des assemblées. Vous y croyez vraiment? La révolution, les amis, vraiment. Il faut vraiment rompre avec la croyance. On peut continuer à lutter de l'intérieur du système et il faut continuer à le faire pour essayer de limiter les dégâts. Mais si on veut vraiment justement produire des changements structurels qui fassent que à nouveau la télévision devienne un espace, enfin à nouveau elle l'a jamais été, que la télévision devienne un espace de liberté, de diversité. Vous avez vu les cheveux, enfin il suffit que je me passe la main et ça devient une catastrophe. C'est pas le drame personnel que ça produit. Enfin, vous voyez, il faut vraiment passer par voilà, une approche beaucoup plus structurelle et qui exige un rapport de force et du coup une prise de risque beaucoup plus importante que les initiatives qu'on essaie de prendre par ailleurs. Voilà, voilà. Connaissez-vous la pensée de Roland Gori? Oui, je l'avais lu, mais il y a très longtemps, donc il faudrait que je m'y remette pour pouvoir vous répondre. Et sur les Twitter Files, on va pas faire trop longtemps parce que j'ai peur de vous épuiser, 2, d'être moins pertinent à force de blablater. Mais sur les Twitter Files, c'est très important parce que donc les Twitter Files, c'est quoi? C'est en fait, Elon Musk qui a racheté Twitter et qui du coup a eu accès à tous les, enfin toutes les
toutes les archives de Twitter internes de l'équipe et qui s'est rendu compte qu'en gros, il y avait des équipes qui étaient mises en place pour filtrer un certain nombre d'informations, pour faire l'interface entre le FBI, la CIA et Twitter, et entre les gouvernements différents et Twitter, pour choisir quel contenu devait être valorisé, dévalorisé, censuré, et ainsi de suite. Et c'est très important parce que ça s'accompagne du Digital Service Act qui va rentrer en vigueur en Europe, et qui interdit les mises en place de procédures de shadow banning, donc de mise au ban sur ces plateformes, sans notification préalable aux personnes qui sont concernées. Donc on va sortir de cette forme d'opacité qui avait été créée par les plateformes, qui consistait à prétendre qu'ils n'intervenaient pas politiquement, que ce n'était pas orienté politiquement, qu'ils n'avaient pas un rôle actif dans la réduction ou l'accroissement de la diffusion de tel ou tel contenu. Et ça va nous permettre de nous émanciper un peu plus, tout en sachant qu'on reste quand même bien violemment, bien trop dépendant de ces plateformes pour organiser notre débat public. À quand le moment où, au-delà du changement complet du paysage télévisuel et radiovisuel et radiophonique, pardon, ce qui est très important, enfin, quoique radiovisuel, parce que maintenant toutes les émissions de radio sont filmées, mais qu'importe. C'est très important. Pourquoi cet élément? Parce qu'en fait, c'est des moyens de production très importants. Donc, c'est pas juste le fait qu'on voit plus la télé, c'est juste qu'en fait, la télé concentre des ressources très importantes qui permettent de construire des émissions qui, du coup, derrière, vont être diffusées, y compris sur les réseaux sociaux, et vont façonner nos opinions. Donc, il y a ce facteur, mais il y a aussi le facteur algorithmique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on rende au peuple le contrôle sur la fabrique des algorithmes. C'est-à-dire qu'on les rende transparents et qu'on sache à tout moment quels contenus sont favorisés, pourquoi, et que l'on puisse décider collectivement en fait ce que l'on considère comme devant être plus ou moins favorisé, sans dépendre d'entreprises capitalistiques états-uniennes qui aujourd'hui prennent ces décisions. Voilà, voilà. Julien Papillon me dit qu'il a coupé son téléphone depuis une semaine. Je trouve que c'est une mesure assez saine et qu'il faudrait le faire régulièrement. Julien Papillon me dit aussi qu'il va il va se faire pousser des cheveux comme moi. Très bien. Jocelyn me demande ce que je sais de l'infiltration chinoise au sein des institutions françaises. Alors, c'est beaucoup plus discret. Alors, il faudrait faire toute une conférence là-dessus sur les États-Unis, la Russie, la Chine, mais aussi des pays alliés plus proches comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, et comment Paris est devenu une plaque tournante en fait des services de renseignement du monde entier, ne serait-ce qu'aussi parce qu'elle ouvre aux espaces d'Afrique francophone, du Maghreb et ainsi de suite. Et quelles sont les guerres d'influence qui se mettent en place. Mais je rappelle souvent ce fait, 150 agents de la CIA en France, à Paris, pardon, dont 100 sous couverture, pour 3 agents ou 4 de la DGSI qui sont chargés de les contrôler. Ça vous permet d'avoir une idée des rapports de force. Jedi me demande d'infiltrer le milieu parisien comme le comte de Monte Cristo. Infiltrer, c'est en effet très important, et j'accompagne beaucoup de personnes dans un certain nombre d'institutions qui vous font le plaisir parfois de mener des petites actions symboliques, mais qui sèment un peu d'inquiétude au sein de nos dirigeants, en leur envoyant un signal, en leur faisant savoir qu'ils ont à craindre du fait d'être entourés de personnes qui ont des pensées qui potentiellement un jour permettront de les renverser. Alors, Stupideur me parle de mon idole Bourdieu, qui est en fait une sorte d'extension de la pensée marxiste, qui me propose une extension de la pensée marxiste, et qui évidemment est fondamentale pour comprendre un certain nombre de mécanismes, mais qui n'a pas besoin de synthèse. Je pense qu'il a juste besoin de fonctionnement applicatif. Mais je me dis qu'Kémy Seba me salue dans une vidéo. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé, qui a une évolution politique remarquable après enfin, comme souvent, en fait, une construction intellectuelle en propre qui l'a amené de ce que je considère être les bas-fonds d'une forme de pensée proche de l'antisémitisme vers une pensée panafricaniste merveilleuse que je considère extraordinaire, et qui fait l'objet de campagnes de diffamation atroces en ce moment, en le présentant comme un agent des Russes, comme Julian Assange l'avait été. C'est-à-dire, dès le moment que vous vous opposez aux systèmes impérialistes et que vous considérez qu'il faut faire des jeux d'alliances multiples et non pas unilatéraux, vous êtes dans la ligne de mire d'un certain nombre d'individus qui cherchent évidemment à vous écraser. Et lui, il porte en fait des idées qui me semblent profondément saines et légitimes. Et je suis devenu son avocat, et je suis très fier d'être son avocat et d'essayer de protéger son expression politique sur ces questions, et de m'assurer qu'il ne fasse pas l'objet de mesures inacceptables, que ce soit lui ou Nathalie Yamb, ces personnes que j'ai accepté d'accompagner, malgré l'inquiétude que j'avais initialement quant au fait que ça serve le narratif, comme quoi la Russie, etc. Je suis très fier, malgré les nombreuses approches que j'ai pu avoir d'un certain nombre de puissances,
qui savent jouer de ces facteurs, de ne jamais avoir concédé à une quelconque forme d'influence, à cet égard. Je suis assez, sincère et ouvert sur ces questions, donc j'ai fini un moment par me dire que si on se laissait déterminer par le on-dit, on donnait du pouvoir justement à ceux, que l'on prétend combattre, en se soumettant à leur impérium moral et à leur capacité à symboliquement, user du stigmate pour, nous isoler ou nous inhiber. Donc ça a été très important pour moi de me libérer de cela. Voilà, voilà. Alors, on a déjà parlé de pas mal de sujets que vous réactivez dans les commentaires, donc j'imagine que c'est parce que vous n'étiez pas connecté au début con de la conférence, enfin, j'allais pas dire une conférence, en tout cas de cet échange. Maison, je me demande s'il y a un moyen juridique de contester le traité de Lisbonne. Encore une fois, le droit, toujours à l'esprit, le droit est un instrument du politique, toujours. Donc, si vous pensez en juridique, c'est que vous êtes déjà en train de penser dans le cadre du système de droit existant et donc que vous le considérez comme, suffisamment légitime d'une part pour que vous y participiez et d'autre part comme, capable de se corriger. Donc c'est une position dont vous avez bien compris, je pense, qu'on ne l'a pas, on ne l'a pas adoptée. Voilà, voilà. Je commence à être, épuisé à l'idée de répondre un peu à la parce que j'essaie de tenir un rythme qui soit suffisamment, enfin qui vous ennuie pas, mais ça c'est épuisant et j'ai peur de ne plus être suffisamment pertinent. Donc j'essaie de remonter parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Que pensez-vous du scandale Orpea? Ça, c'est Tetra Pharmakos qui me pose cette question que je trouve très intéressante et qui rajoute et plus généralement de la privatisation du secteur de la prise en charge de nos aînés. J'ai été très frappé par, le pseudo-scandale Orpea. Dans le sens où, tout d'un coup, pour des raisons qui nous échappent, on a décidé que cette question était importante, alors qu'on faisait comme si elle était complètement insignifiante, depuis des années, alors qu'on est tous conscients de l'état de délabrement absolu, dans lequel on laisse, la vieillesse, de notre pays et alors que c'est un marqueur civilisationnel fondamental de notre décadence, c'est-à-dire le fait de laisser mourir, nos aînés, c'est une forme de laideur absolue qui est parfaitement inconcevable et alors là, tout d'un coup, on produit une forme de scandale médiatique contre un seul de ces acteurs qui sont très nombreux. On permet à tous les ministres et qui ont participé à la construction de ce système par lequel, en fait, on fait des profits sur le dos, un de la désintégration des cellules familiales et 2 de l'incapacité, du coup, que l'on a, du fait notamment de la spéculation immobilière et compagnie, à pouvoir continuer à protéger et accueillir nos aînés. On se retrouve dans une situation où ils peuvent enfin, laver leur linge plus blanc que blanc, en prétendant qu'ils vont s'en occuper, qu'en effet c'est indécent, que les dirigeants d'Orpea devraient être en prison. Oui, très bien, mais eux aussi devraient aller en prison, en fait, et pas seulement les dirigeants d'Orpea. On a une difficulté qui est et là, j'ai beaucoup de mal avec cette sorte de médiatisation soudaine, très instrumentale, où on va héroïser, la personne qui soudain a révélé quelque chose dont tout le monde était conscient, mais sur lesquels, en fait, à aucun moment une solution structurelle n'était proposée et de fait, évidemment, le système continue à fonctionner de la même façon. Alors peut-être avec quelques ajustements, évidemment, mais quelques ajustements marginaux qui font qu'en fait l'exploitation de la misère humaine continue de se mettre enfin de s'élancer. Alors, Ludocross me dit: «Beaucoup de gens prétendus éveilleurs se comportent avec un ego tout aussi compromis que ceux qu'ils critiquent. Ne tombe pas dans ce travers one». C'est franchement compliqué, hein et évidemment, on fait de notre possible pour ne pas y concéder, mais il faut se rendre compte, en fait, des ruptures extrêmement violentes que produit l'exposition à l'espace public et cette chose qui n'est pas du tout naturelle, qui consiste à ce que vous soyez, capable, d'attirer l'attention de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes, des millions en ce qui concerne un certain nombre de vidéos qu'on a produites, heu, en étant seul. Enfin, vous voyez évidemment que ça crée des distorsions extraordinaires. Donc nous, on essaye de rester, de s'inhiber par rapport à ce genre de fonctionnement, mais ce n'est pas du tout évident. Enfin, on reviendra là-dessus, mais c'est un vrai sujet, très intéressant sur, sur le politique en général et en fait, j'ai très, très vite compris pourquoi les politiciens étaient des mauvaises personnes en général et parce qu'en fait, le système tel qu'il existe aujourd'hui, avec toute l'énergie qu'il requiert pour, se défendre de toutes les attaques, pour être en représentation, pour répondre aux citations et cetera, laisse un espace marginal à la pensée et crée des effets égotiques, complètement délirants. Ah! Béatrice Omeillan nous recommande de reprendre nos pigeons pour correspondre, car tout ce que l'on fait, dit ou passe par internet. Ouais. C'est une vraie question, hein, la question de la capacité à notre capacité à sécuriser nos communications, mais je suis pas sûr que
que les pigeons voyageurs soient la solution. Que pensez-vous d'Anastasia Colosimo, nouvelle recrue de la communication de Macron? Donc ça, j'ai fait un tweet, je pense que c'est moi qui ai révélé, enfin qui ai mis en avant, j'ai pas révélé son recrutement, il a été publié par Le Monde, mais j'avais tout de suite remis cette vidéo qui avait paru d'elle, comme indiquant que, en gros, il fallait laisser mourir les non-vaccinés en ne les soignant pas à l'hôpital. Bon voilà, que quelqu'un qui soit capable de dire une telle énormité dans l'espace public soit recrutée à l'Élysée dit quelque chose, qu'elle soit recrutée en tant que conseillère en communication, alors que sa seule excuse avait été de dire que c'était une blague, dit quelque chose de son niveau. Bah, pourquoi pas, hein, que l'ennemi s'affaiblisse et qu'il se révèle en tant qu'ennemi, tant mieux. Mais ce que j'avais dit aussi, c'est que c'était une pensée qui était très partagée au sein des élites politiques, et économiques. Cette idée de dire, qu'ils crèvent, quoi. Alors même que beaucoup d'entre eux, essayaient de contourner par tous les moyens possibles, que ce soit la vaccination ou les contraintes sanitaires qu'on leur avait, qu'on imposait au reste de la population. À la fois une hypocrisie et une forme d'eugénisme social, enfin de tentation d'eugénisme, assez classique et en fait qui perdure à travers les temps et qui évidemment est encore loin d'être menaçante en tant qu'effectivité, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se mettre en place à court terme, mais la pulsion existe et elle est très révélatrice de la nature de ces individus-là. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que, j'aurais d'autres questions à vous répondre? Pourquoi ne pas Étienne Marcel, pourquoi ne pas offrir vos compétences pour un autre pays qui vous offrirait l'opportunité de vous épanouir politiquement? Parce que la France est mon pays, enfin, parce que j'ai choisi d'ailleurs, j'ai été naturalisé et j'en suis, très ému et très fier et que c'est ma langue et c'est, maintenant mon histoire et si j'ai des racines en Espagne, au Portugal et j'ai eu la possibilité de parcourir le monde et que j'ai été approché, comme je vous l'avais dit, par un certain nombre d'instances et de puissances étrangères, avec les gilets jaunes, en fait, j'ai découvert une forme de fraternité, très éloignée de ce que j'avais connu au sein du petit Paris, et qui me semble extraordinairement précieuse et à laquelle je tiens, fondamentalement. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que, on continue ou pas? Je sens que vous avez réduit le rythme, peut-être que je vous ai épuisé. Je sens il y a des cœurs qui commencent à émerger, ça me touche beaucoup et hem et sur la question de la violence, donc j'ai déjà répondu, petit, vous pourrez regarder, cette partie, plus tard, si on laisse la vidéo, parce que je suis pas sûr que cette longue litanie de propos soit utile. Je pense qu'on va s'en tenir là parce que je commence en fait à être un peu fatigué et surtout en fait on va reprendre plus tard. On va continuer à faire des échanges. Donc comme je vous l'ai dit, je pense il y a un livre extraordinairement important qu'on va faire paraître, bientôt, dans quelques mois et j'espère qu'il va devenir un instrument effectif en fait de transformation sociale dans le pays de forme révolutionnaire et j'y crois, quelque peu. En ce qui concerne, l'intime, ça je vais finir par là-dessus sur RAF 920 qui me demande: «Ces distorsions perturbent l'intime aussi. Comment on fait pour être aimé sainement dans cette situation de différentiel de pouvoir?» heu, bah, on l'intime est devenu un instrument politique, il a toujours été et la violence que l'on subit et que l'on répercute, du fait des violences politiques que l'on connaît au sein de l'espace intime est une question fondamentale. Question fondamentale et le rapport barbare, qu'un certain nombre de nos dirigeants ont à l'autre, avec un grand A, me semble, explicatif de leur violence ensuite, décisionnaire aussi. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener là-dessus. Je ne vais pas forcément m'étendre, à ce sujet, mais sachez qu'à ce niveau-là aussi, on est vraiment à vos côtés et qu'on ne tolérera jamais une quelconque forme d'instrumentalisation de la violence ou de justification de la violence par de fait d'engagement ou quoi que ce soit et c'est pour ça que j'étais très transparent lorsqu'il y a eu cette sorte, d'accusation délirante qui m'est tombée dessus, à laquelle ils vont chercher par tout moyen à s'accrocher, à faire prospérer, à en rajouter d'autres. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont se débrouiller pour essayer de préserver le stigmate sans avoir compris que, cette époque, notamment à travers, des moyens de communication comme celui-ci, rendent beaucoup moins effectif cette façon de faire qu'auparavant et là où Julian Assange, il y a 10 ans, dépendait encore des médias mainstream pour être, connu et faire entendre sa voix et avait beaucoup moins pouvait beaucoup moins bénéficier des réseaux sociaux
pour continuer à exister politiquement et à produire des effets politiques. Aujourd'hui, on a un contournement qui font que la position de label, dont on peut sentir, en fait, parce que je crois beaucoup au ressenti sur ces questions et à la fait, évidemment, il faut s'expliquer, il faut donner des éléments matériels et compagnie, mais il y a un moment donné où aussi on perçoit, en fait, ce qui est vrai ou non. Il faut faire confiance en ces sentiments, il faut évidemment être capable de les faire évoluer, mais il faut avoir, cette question d'intuition et de l'instinct me semble essentielle en politique, parce qu'elle est aussi une arme contre ceux qui font usage de la parole, du supposé savoir qui est jamais complet, pour essayer d'écraser, dominer, exploiter et légitimer, en fait, des situations de violence. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je pense à vous. Je vous souhaite une très belle année, qu'elle soit beaucoup moins violente, beaucoup moins âpre et abrasive que la précédente. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais j'espère qu'on aura des formes de purgation à travers l'action collective, à travers des engagements qui nous permettront d'en de nous en laver, en fait, et de nous permettre de nous sentir, plus heureux, plus en capacité d'aimer, de nous lier les uns aux autres et surtout de ne pas leur ressembler. Voilà, on va rester à vos côtés, on va continuer à défendre tous ceux qui se retrouvent dans des situations complexes, du fait de leurs engagements divers. Ça me prend un temps fou que j'essaie de combiner, de compléter avec le travail intellectuel et l'action politique en elle-même, au sens noble du terme. Et j'espère qu'on va produire des effets extraordinaires. Ce sera peut-être l'année de mon extinction, parce que la et j'espère qu'on va produire des effets extraordinaires. Ce sera peut-être l'année de mon extinction, parce que la capacité à perdurer dans un système, en ayant des des positions aussi obsidionales à l'égard du pouvoir est évidemment très faible. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, il y ait des relais, des naissances suffisantes qui aient été enfantées, de la même façon que Assange m'a fait naître politiquement, je pense, d'une façon assez puissante, en partie en tout cas. J'espère, réussir à vous transmettre une partie de cette force, que j'ai pu accumuler, de ce savoir, de cette expérience et de façon à que vous fassiez réémerger à votre tour des individualités qui vont finir par faire groupe et qui vont finir par provoquer des bascules et enfanter un peu de beauté dans un monde, atrocement enlaidi. Voilà, je vous relis une dernière fois sur les derniers messages que vous m'avez laissés. Je pense très fort à vous. Sachez que vous n'êtes pas seul et désolé pour cette construction un peu déstructurée de ce live, mais il me semblait important d'avoir ce moment d'échange avec vous. Je vous embrasse, à très vite.